Bonjour ou bonsoir, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la troisième partie du Train bleu d'Agatha Christie. Chapitre 17. Un aristocrate. Georges, avez-vous déjà été à la Riviera? Demanda Poirot à son valet de chambre le lendemain matin. Georges, un Anglais de pure race, au visage impassible, répondit. Oui, monsieur, j'y suis allé il y a 2 ans, lorsque j'étais au service de Lord Edward Frampton. Et aujourd'hui, murmura son maître, vous êtes chez Hercule Poirot. Comme on monte dans la vie. Le valet ne répondit pas à cette observation. Après une pause raisonnable, il demanda. Monsieur portera-t-il son costume marron? Le vent est un peu frais ce matin. Il y a une tache de graisse sur le gilet, objecta Poirot. Un morceau de filet de sole à la Jeannette y a échoué mardi dernier, lorsque je déjeunais au Ritz. La tache ne s'y trouve plus, monsieur. Je l'ai enlevée. Très bien, je suis content de vous, Georges. Merci, monsieur. Excusez-moi, Georges, continua Poirot d'un air rêveur. Supposons que vous occupiez le même rang social que votre ancien maître, Lord Edward Frampton. Ruiné, vous épousez une femme extrêmement riche, et votre épouse, pour d'excellentes raisons, veut ensuite divorcer. Que feriez-vous? Je m'efforcerai de la faire changer d'idée, monsieur. Par quel moyen? La persuasion ou la violence? Georges parut scandalisé. Excusez-moi, monsieur, mais un gentleman de l'aristocratie ne se conduit pas comme un boutiquier de Whitechapel. Il ne commettrait aucune vilainie. Vous croyez, Georges? Je n'en suis pas si certain. Enfin, peut-être avez-vous raison. On frappa à la porte. Georges l'entrebâilla de quelques centimètres. Un dialogue à voix basse s'ensuivit, puis le valet revint vers Poirot. Un billet pour vous, monsieur. Poirot l'ouvrit. Il venait du commissariat de police. Nous allons procéder à l'interrogatoire du comte de la Roche, et le juge d'instruction désire que vous y assistiez. Vite mon costume, Georges, je suis très pressé. Un quart d'heure après, tiré à 4 épingles, dans un complet marron, Poirot pénétra chez le juge d'instruction. Le commissaire s'y trouvait déjà. M. Carrège et M. Caux accueillèrent M. Poirot avec empressement. Cette affaire est déconcertante, avoua M. Caux. Il paraît que le comte arriva à Nice la veille de l'assassinat. S'il en est ainsi, les choses s'arrangent pour lui, remarqua Poirot. M. Carrège s'éclaircit la gorge. Nous ne pouvons accepter cet alibi qu'après une sérieuse enquête, déclara-t-il. Il secoua la clochette qui se trouvait sur sa table de travail. Bientôt l'on vit entrer un homme brun, de taille élancée, d'allure hautaine et d'une élégance raffinée. Le comte possédait un air si aristocratique qu'il eût semblé pure hérésie de chuchoter qu'il était le fils d'un obscur grainetier de Nantes, ce qui était pourtant la réalité. À le voir, on eût juré que ses ancêtres avaient péri par la guillotine sous la Révolution. « Me voici, messieurs, » dit le comte avec hauteur. « Puis-je savoir pourquoi vous m'avez fait appeler ?»« Veuillez vous asseoir, monsieur le comte, » dit le juge d'instruction. « Il s'agit de la mort de madame Kettering. »« La mort de madame Kettering? Je ne comprends pas. »« Vous connaissiez cette dame, il me semble, monsieur le comte. »« En effet, je la connaissais, mais je ne vois pas ce que cela vient faire ici. » Ajustant son monocle, il dévisagea les personnages présents, et son regard s'attarda sur Poirot. Celui-ci l'observait avec une sorte de naïve admiration qui chatouilla la vanité du comte. Monsieur Carrège demanda. « Monsieur le comte, vous ignorez peut-être que madame Kettering a été assassinée. »« Assassinée? Mon Dieu, c'est horrible !» On aurait pu le croire sincère tant il simulait adroitement la surprise et la douleur. « Madame Kettering a été étranglée entre Paris et Lyon, » ajouta M. Carrège, « et on lui a dérobé ses bijoux. »« Quelle incurie !» s'écria le comte. « La police devrait punir sévèrement ces bandits. On ne peut plus maintenant voyager en sûreté. » Dans le sac à main de madame Kettering, nous avons trouvé une lettre que vous lui écriviez. Elle devait, paraît-il, vous rencontrer. Le comte haussa les épaules. « À quoi bon essayer de dissimuler, messieurs? Nous sommes entre gens du monde, et j'ose dire, en petit comité. Vous l'avez rejointe à Paris, et vous avez voyagé ensemble, n'est-ce pas? Dit M. Carrège. Tel était notre plan initial, mais nous l'avons modifié, suivant le désir de madame Kettering.
Je devais aller la retrouver, à hier. Vous n'êtes pas monté dans son compartiment à la gare de Lyon, le 14 au soir? Non, le matin de ce même jour, je débarquai à Nice. Et ce que vous dites là est matériellement impossible. Bien. Vous voulez nous donner, pour la forme, votre emploi du temps durant la soirée de la nuit du 14. Le comte réfléchit un instant. J'ai dîné à Monte-Carlo, au Café de Paris. Ensuite, je suis allé au Sporting, où j'ai gagné quelques billets de 1000, et je suis rentré chez moi vers 1 heure du matin. Comment êtes-vous rentré? Dans ma petite voiture à 2 places. Vous étiez accompagné? Non. Quelqu'un pourrait-il confirmer votre déposition? Plusieurs de mes amis m'ont vu ce soir-là. J'ai dîné seul. Votre serviteur vous a-t-il ouvert la porte à votre retour chez vous? Non, j'avais mon passe-partout sur moi. Ah! De nouveau le magistrat agita sa sonnette. La porte s'ouvrit et un employé de bureau apparut. Faites venir la femme de chambre, Miss Mason. Bien, monsieur le juge. Ada Mason entra. Mademoiselle, voulez-vous avoir l'obligeance de regarder ce monsieur? Essayez de vous rappeler si c'est lui qui est entré dans le compartiment de votre maîtresse, à Paris. La femme étudia longuement le comte. Poirot crut discerner une certaine gêne chez cet individu. Ma foi, monsieur, dit enfin Mason, je ne puis rien affirmer. Peut-être est-ce lui, peut-être que ce n'est pas lui. Comme je l'ai vu que de dos, il m'est difficile de le reconnaître. Pourtant, il me semble que c'est ce monsieur. Mais vous n'en êtes point certaine. Non, non, j'ai peur de me tromper. Avez-vous déjà vu ce monsieur à Curzon Street? Mason secoua la tête. Je ne voyais les visiteurs de ma maîtresse que s'ils séjournaient dans la maison. Cela suffit, mademoiselle, dit le magistrat d'un ton bref. Il était évidemment déçu. 1 minute, s'il vous plaît, fit Poirot. Voulez-vous me permettre de poser une question ou deux à mademoiselle? Certainement, monsieur Poirot, certainement. Que sont devenus les billets? Demanda Poirot à la femme de chambre. Les billets? Quels billets? Vos billets de Londres à Nice. Qui en avait la garde, votre maîtresse ou vous? Madame avait son ticket de Pullman, et moi les autres. Qu'en avez-vous fait? Je les ai remis au conducteur du train français, qui me les réclamait. Ai-je bien fait, monsieur? Oui, très bien, une simple question de détail. Monsieur Coe et monsieur Carrège observaient le petit détective avec une intense curiosité. Mason demeura hésitante pendant un moment. Le magistrat la pria de se retirer, et elle s'en alla. Poirot griffonna quelques mots sur un morceau de papier et le tendit à monsieur Carrège. Celui-ci lut le billet et son front s'éclaira subitement. « Messieurs, demanda le comte avec arrogance, allez-vous me retenir plus longtemps? » Certes non, s'empressa de répondre monsieur Carrège, très aimable. Nous n'avons aucune raison de vous garder. Nous devrons naturellement vous interroger à propos de la lettre trouvée dans le sac de madame Kettering. Le comte se leva, prit sa canne et après un salut fort courtois, quitta la pièce. Voilà qui est fait, monsieur Poirot. Votre raisonnement est juste. Mieux vaut qu'il ne se croie point soupçonné. 2 de mes hommes le fileront nuit et jour. Pendant ce temps, nous contrôlerons son alibi, qui me paraît sujet à caution. Peut-être, acquiesça M. Poirot. J'ai prié M. Kettering de se rendre ici dans la matinée, reprit le magistrat. Nous n'avons pas grand-chose à lui demander. Cependant, il y a 1 ou 2 points suspects. Il s'arrêta et se frotta le nez. Tel que? Demanda Poirot. Le magistrat tout sauta. Sa compagne de voyage, mademoiselle Mireille, est descendue dans un hôtel, et lui dans un autre. Cette précaution me paraît plutôt bizarre. Un excès de prudence éveille toujours les soupçons, déclara Poirot. Précisément. Le magistrat fit introduire Derek Kettering. Bonjour, monsieur, lui dit poliment le juge. Bonjour, répondit Kettering d'un ton bref. Vous m'avez fait demander. Y a-t-il du nouveau? Veuillez vous asseoir, monsieur. Derek prit un siège et posa sa canne et son chapeau sur la table. Eh bien, fit-il, impatient. Jusqu'ici, nous n'avons rien découvert. Voilà un renseignement très intéressant, dit Derek d'un ton glacial. C'est pour cela que vous m'avez dérangé?
Nous pensions, monsieur, que vous aimeriez être tenu au courant de l'enquête, même si elle n'apporte aucun résultat. Pardon, nous avons quelques questions à vous poser. Je suis prêt à vous répondre. Vous affirmez que vous n'avez pas vu votre femme dans le train. Je vous ai déjà dit que non. Vous aviez sans doute vos raisons. Derek le regarda d'un air soupçonneux. Je ne savais pas qu'elle fût dans le train, répondit-il en scandant ses paroles, comme s'il avait affaire à un homme d'intelligence obtuse. C'est vous qui le dites, marmonna M. Carège. Derek fronça les sourcils. Je me demande où vous voulez en venir, monsieur. Voulez-vous que je vous exprime mon opinion? J'aimerais la connaître. Selon moi, la police française jouit d'une réputation surfaite. Vous devriez posséder des fiches sur ces bandes de dévaliseurs de train. Il est inconcevable que de tels crimes se commettent dans un train de luxe et que la police demeure incapable d'arrêter les meurtriers. N'ayez crainte, nous les arrêterons, monsieur. Il paraît que Madame Kettering n'a pas laissé de testament, intervint brusquement Poirot. Il joignit le bout de ses doigts et considéra attentivement le plafond. Je crois qu'elle n'en a jamais fait, répondit Kettering. Pourquoi cette question? Vous allez hériter d'une fortune assez rondelette, une jolie petite somme. Sans en avoir l'air, Poirot remarqua la rougeur subite qui colora les joues de Derek Kettering. Que voulez-vous dire et qui êtes-vous? Tranquillement, Poirot décroisa ses genoux, leva les yeux et toisa son interlocuteur. Je me nomme Hercule Poirot, dit-il d'une voix calme, et je suis sans conteste le plus fameux détective du monde. Êtes-vous bien sûr de n'avoir pas vu votre femme dans le train? Voulez-vous insinuer que je l'ai tuée? Soudain il éclata de rire. J'ai tort de me fâcher, voyons, monsieur Poirot. Trêve de plaisanterie. Si je l'avais assassinée, aurais-je eu besoin de lui voler ses bijoux? C'eût été absurde, puisque j'hérite d'elle. C'est vrai, murmura Poirot, l'air abattu. Je n'y avais pas songé. Si jamais un crime a eu le vol pour mobile, c'est bien celui-ci. La pauvre Ruth. Ces maudits rubis l'ont perdue. On a su qu'elle les emportait avec elle. Ces fameuses pierres ont déjà été, dit-on, la cause de plusieurs meurtres. Poirot se redressa d'un bond. Une lueur verte éclairait ses yeux. Il ressemblait à un gros chat bien soigné. Encore une question, monsieur Kettering. Voulez-vous me dire à quelle date vous avez vu votre femme pour la dernière fois? Attendez, il y a plus de 3 semaines. Je ne saurais préciser davantage. Cela n'a aucune importance, répondit sèchement le détective. C'est tout ce que je désirais savoir. Bien. Cette fois c'est terminé? Demanda Kettering, interrogeant avec impatience M. Carège. Celui-ci chercha la réponse du côté de Poirot, qui la lui transmit par un petit signe de tête. Oui, monsieur Kettering, nous ne vous retenons pas davantage. Au revoir. Au revoir. Et M. Kettering sortit en faisant claquer la porte. Poirot se pencha en avant, et dès que le jeune homme eut disparu, il prononça d'une voix autoritaire. Dites-moi, quand avez-vous parlé de ces rubis à M. Kettering? Je ne lui ai point parlé, dit M. Carège. Nous n'avons entendu mentionner ces bijoux qu'hier après-midi par M. Van Halding. Oui, mais il en était déjà question dans la lettre du comte. M. Carège parut offensé. Je n'ai certes pas communiqué cette lettre à M. Kettering. C'eût été de la plus grosse indiscrétion. Poirot tapotait la table tout en monologuant. Comment a-t-il donc su que sa femme possédait ce bijou? Madame Kettering ne pouvait pas lui en avoir parlé, puisqu'elle ne l'avait pas vu depuis 3 semaines. M. Van Halding, pas plus que son secrétaire, ne peuvent lui en avoir parlé. Leur entrevue avec M. Kettering ayant porté sur une question toute différente. De plus, les journaux n'ont fait aucune allusion à ce collier. Il se leva, prit son chapeau et sa canne, et sortit en répétant tout bas. Qui a pu le renseigner, je me le demande. Chapitre 18. Le déjeuner de Kettering. Derek Kettering se rendit tout droit au Negresco, où il commanda 2 cocktails. Il les avala coup sur coup, et d'un regard mélancolique contempla la mer éblouissante. Machinalement, il observa la foule amorphe des promeneurs, dont le spectacle lui était pénible. Le monde n'offrait plus à ses yeux aucun intérêt. Il ne tarda pas à changer d'avis.
Une jeune femme venait de s'asseoir à une table voisine. Elle portait un joli costume orange et noir et un gracieux chapeau ombragé ses traits. Derek commanda un troisième cocktail et, de nouveau, promena ses yeux sur la mer ensoleillée. Soudain, il sursauta. Un parfum familier frappait son odorat. Derek leva les yeux vers la jeune femme, aperçut son visage et reconnut Mireille. Elle lui souriait de son sourire insolent et séducteur. « Derek, » murmura-t-elle, « cela te fait plaisir de me voir, non ?» Elle vint s'asseoir à la même table que lui. « Voyons, dis-moi au moins bonjour, grosse bête. »« Je ne m'attendais pas à cette rencontre. Quand avez-vous quitté Londres, mademoiselle ?» Elle haussa les épaules. « Il y a 1 ou 2 jours. »« Et le Parthénon ?»« J'ai tout plaqué. »« Vraiment? Tu n'es guère aimable, mon petit. »« Comment le serais-je » Mireille alluma une cigarette et en tira quelques bouffées. « Tu penses sans doute qu'il n'est pas prudent de nous afficher ensemble si tôt ?» Derek la dévisagea et demanda d'un ton bref. « Vous déjeunez ici, mademoiselle ?»« Oui, et en votre compagnie, monsieur. »« Excusez-moi, c'est impossible. J'ai un rendez-vous très important. »« Mon Dieu, les hommes sont de véritables gosses. Derek, tu joues à l'enfant gâté. Tu me boudes depuis le jour où tu m'as quitté si brusquement à Londres. C'est inouï. »« Cher ami, je ne comprends rien à vos jérémiades. Ne disions-nous pas tous deux que les rats désertent le vaisseau au moment où il va sombrer? Pourquoi revenir sur cette question ?» Malgré son ton railleur, Derek paraissait rongé d'inquiétude. Mireille se pencha vers lui. « Inutile de vouloir me leurrer, » lui chuchota-t-elle. « Je sais ce que tu as fait pour moi. » Il leva vers elle un regard sévère. Ses paroles pleines de réticence venaient de le frapper. Elle hocha la tête. « Oh, ne crains rien, je suis la discrétion même. Tu es admirable. Tu as fait preuve d'un courage héroïque. C'est tout de même moi qui t'ai insufflé cette idée, lorsque je t'ai insinué à Londres que des accidents arrivent, quand on s'y attend le moins. Tu ne cours aucun danger, la police ne te soupçonne nullement. »« Que diantre !» »« Chut !» Elle avança une main longue et fine, dont l'auriculaire s'ornait d'une énorme émeraude. « Derek, excuse-moi, j'aurais dû garder ma langue dans ce lieu public. N'en parlons plus. Nos embarras d'argent ont pris fin. À présent, nous allons mener la grande vie, ce sera merveilleux. » Derek eut un rire forcé et désagréable. « Ainsi, les rats reviennent à bord maintenant. 1 à 2 millions de livres font une somme, j'aurais dû m'en douter. » Il se remit à ricaner. « Tu m'aiderais volontiers à dépenser ce capital, hein? Personne ne s'y entendrait mieux que toi pour cela. » De nouveau, il éclata de rire. « Chut, fit la danseuse, qu'est-ce qui te prend? Les gens te regardent. »« Moi? Tu veux savoir ce qui me prend? Eh bien, j'en ai fini avec toi, et pour tout de bon, comprends-tu » Mireille ne prit pas sa colère au sérieux. Elle le considéra pendant un instant, puis esquissa un sourire. « Que tu es enfant! Te voilà furieux, outré. Tout cela parce que je me montre une femme pratique. Ne t'ai-je pas toujours répété que je t'adorais ?» Elle se pencha vers lui. « Je te connais bien, mon petit Derek. Regarde-moi dans les yeux. C'est ta Mireille qui te parle. Comment pourrais-tu vivre sans elle? Tu sais combien je t'ai aimé jusqu'ici. Je t'aimerai 100 fois plus désormais. J'embellirai ton existence. Trouveras-tu une autre femme comme Mireille ?» Elle le dévora du regard. Le voyant pâlir et retenir son souffle, elle éprouva une joie intérieure, certaine de son pouvoir magique sur les hommes. « La question est réglée, » dit-elle tout bas en riant. « Maintenant, Derek, invite-moi à déjeuner. » « Non. » Il respira fortement et se leva. « Veuillez m'excuser, mais comme je vous le disais tout à l'heure, je suis déjà retenu. Tu déjeunes avec quelqu'un d'autre? N'essaye pas de m'en faire accroire, mon petit Derek. »« Pardon, je déjeune avec cette dame que vous voyez là-bas. » Il traversa la salle et s'arrêta devant une jeune femme, habillée de blanc, qui venait d'entrer. Il lui demanda à brûle-pourpoint. « Miss Gray ?» « Me feriez-vous un immense plaisir en acceptant de déjeuner en ma compagnie ?
Souvenez-vous, nous nous sommes déjà rencontrés chez Lady Templing. Me feriez-vous un immense plaisir en acceptant de déjeuner en ma compagnie? Souvenez-vous, nous nous sommes déjà rencontrés chez Lady Templing. » Catherine le dévisagea un instant, de ses yeux gris très expressifs. « Je vous remercie, monsieur. J'accepte très volontiers. » Chapitre 9. Une visite inattendue. Le comte de Laroche achevait son déjeuner, composé d'une omelette aux fines herbes, d'une entrecôte béarnaise et d'un savarin au rhum. Essuyant délicatement ses fines moustaches noires du coin de sa serviette, il se leva de table. En traversant le salon de la villa, il jeta un coup d'œil appréciateur aux quelques objets d'art disposés çà et là. La tabatière de Louis XV, le soulier de satin de Marie-Antoinette et autres bibelots historiques qui faisaient partie de sa mise en scène. Il expliquerait à ses élégantes visiteuses que ces souvenirs inappréciables lui venaient de ses ancêtres. Passant sur la terrasse, le comte regarda la Méditerranée, mais sans la voir. Il n'était pas d'humeur à goûter les beautés de la nature. Son dernier plan, si savamment élaboré, se réduisait à néant, et il fallait en échafauder de nouveau. Allongé dans un fauteuil d'osier, une cigarette entre ses doigts blancs, le comte médita longuement. Bientôt son valet de chambre, Hippolyte, lui apporta du café et des liqueurs. Le comte choisit une vieille marque de brandy. Au moment où le domestique allait se retirer, le comte le rappela d'un geste. Hippolyte fit demi-tour et rectifia sa position. Son physique n'avait rien de séduisant, mais la correction de son attitude compensait la mauvaise impression qu'il pouvait donner au premier abord. « Il se peut, dit le comte, que d'ici quelques jours des visiteurs inconnus se présentent à la villa. Ils s'efforceront de vous faire parler, ainsi que Maria, et vous poseront diverses questions sur moi. »« Bien, monsieur le comte. On est peut-être déjà venu. »« Non, monsieur le comte. »« En êtes-vous bien certain ? » ?»« Je n'ai vu personne, monsieur le comte. »« C'est bien. Néanmoins, attendez-vous à recevoir ces visiteurs. Ils ne manqueront pas de vous interroger. » Hippolyte observa son maître d'un air entendu. Le comte s'exprima posément, sans regarder son serviteur. « Comme vous le savez déjà, je suis arrivé ici mardi matin. Si un policier ou quelqu'un d'autre venait enquêter, n'oubliez pas ce fait important. Je suis arrivé le mardi 14 au matin, et non le mercredi 15. Vous entendez bien. »« Parfaitement, monsieur le comte. Pour sauvegarder l'honneur d'une femme, il faut savoir être discret, et je suis certain, Hippolyte, que vous ne faillirez point à ce principe. Je sais garder ma langue quand il faut, monsieur. Et Maria ? Maria également, je réponds d'elle. Alors tout va bien, murmura le comte. Lorsque Hippolyte se fut retiré, le comte, l'air pensif, but son café à petites gorgées. À plusieurs reprises, il fronça les sourcils et hocha la tête. Sur ces entrefaites, Hippolyte reparut. « Une dame demande à voir monsieur le comte. »« Une dame ?» Le comte demeura surpris. Non que la visite d'une dame fût chose extraordinaire à la Villa Marina, mais à ce moment précis, le comte se demandait qui pouvait être cette visiteuse. « Je crois que monsieur le comte ne la connaît pas, » murmura le domestique. Le comte devint de plus en plus perplexe. « Faites-la venir ici, Hippolyte. » Quelques instants après, une éblouissante apparition d'orange et de noir s'avança sur la terrasse, précédée d'un violent parfum de fleurs exotiques. « Monsieur le comte de Laroche ?»« Lui-même, mademoiselle, » dit le comte en s'inclinant. « Je m'appelle Mireille. Peut-être avez-vous entendu parler de moi. »« Comment donc, mademoiselle ? Qui n'a pas été charmé par les danses gracieuses de mademoiselle Mireille ? Vous êtes exquise. » L'artiste reçut ce compliment avec un petit sourire professionnel. « Je me présente chez vous sans cérémonie, » commença-t-elle. « Je vous en prie, mademoiselle, asseyez-vous, » s'écria le comte, lui avançant un fauteuil. Malgré la galanterie de ses manières, il étudiait la danseuse de très près. Il lui restait peu de choses à apprendre sur le beau sexe. Cependant, ses nombreuses intrigues ne l'avaient point mêlé jusqu'alors à ce genre de femme, qui, tout comme lui, courait après l'argent. La danseuse et l'escroc exerçaient beaucoup de talents similaires,
Et le comte sentait qu'il eût perdu son temps à vouloir déployer devant cette femme ses talents de séducteur. Mireille était une Parisienne, fine jusqu'au bout des ongles. Elle ne réussit pourtant pas à dissimuler aux yeux de cet homme le sentiment qui dictait sa visite. Tout de suite le comte devina qu'il se trouvait en présence d'une femme en colère. Une femme en colère en dit toujours trop long, et ses révélations peuvent devenir une source de profit. Ainsi raisonnait le comte de la Roche. « Mademoiselle, à quoi dois-je attribuer l'honneur de votre visite ?»« Nous avons des amis communs à Paris, » dit Mireille. « Mais aujourd'hui je viens vous voir pour un tout autre motif. C'est à Nice qu'on m'a parlé de vous, tout récemment. »« Ah, ma franchise va vous paraître brutale, » reprit la danseuse. « Mais sachez que je prends vos intérêts à cœur. On vous soupçonne d'être l'assassin de la dame anglaise, Madame Kettering. »« Moi ? L'assassin de Madame Kettering ? Quelle absurdité !» Il s'exprimait sans indignation, pour provoquer de nouvelles confidences. « C'est comme je vous le dis, » insista Mireille. « Les gens aiment les racontars, » murmura le comte avec indifférence. « Je m'en voudrais de prendre au sérieux de telles accusations. »« Vous ne me comprenez pas, » dit la danseuse, penchée en avant et regardant le jeune homme de ses yeux sombres. « Il ne s'agit point de vulgaire bavardage, mais de la police. »« La police, hein ?» Le comte se redressa. Mireille hocha gravement la tête. « Vous me comprenez cette fois. J'ai des amis partout, le préfet lui-même. » Elle n'acheva point la phrase, mais haussa les épaules d'un geste éloquent. « Comment pourrait-on garder des secrets devant une jolie femme ?» murmura le comte, flagorneur. « La police vous soupçonne d'avoir tué Madame Kettering, mais elle se trompe. »« Certes, » acquiesça le comte. « Oui, mais vous ignorez la vérité. Moi, je la connais. » Le comte l'observa avec curiosité. « Vous savez qui a tué Madame Kettering ? C'est bien là ce que vous venez de dire, mademoiselle. »« Parfaitement. »« Qui est donc l'assassin ? » ?»« Son mari, » répondit Mireille, d'une voix vibrante de colère. « C'est son mari qui l'a tué. » Le comte, impassible, se rejeta en arrière dans son fauteuil. « Permettez-moi de vous demander qui vous l'a dit. »« Qui me l'a dit ? Il s'en est vanté devant moi avant son départ pour Nice. Ruiné, criblé de dettes, seule la mort de sa femme pourrait le tirer d'embarras. Pourquoi voyageait-il dans le même train que Madame Kettering, à l'insu de celle-ci ? Tout simplement pour aller la tuer au milieu de la nuit. Ah !» Mireille ferma les yeux. « Je vois d'ici l'horrible scène. » Le comte tout sauta. « Peut-être, il me semble, mademoiselle, qu'il n'eût point volé les bijoux. »« Les bijoux, ah oui, les rubis. » Les yeux de la femme s'assombrirent. Le comte l'observait et constatait une fois de plus la fascination des pierres précieuses sur le sexe faible. Il la rappela à des questions d'ordre pratique. « Que désirez-vous de moi, mademoiselle ?» Aussitôt, la femme d'affaires reparut chez Mireille. « C'est très simple. Vous informerez la police que M. Kettering a tué sa femme. Et si l'on ne me croit pas, je ne puis fournir de preuves. » Mireille sourit et se drapa dans son manteau. « Envoyez-moi ces incrédules, monsieur le comte. Je leur donnerai toutes les preuves qu'ils voudront. » Son but atteint, Mireille s'en alla comme un tourbillon impétueux. Le comte, les sourcils délicatement levés, la regarda s'éloigner. « Elle est furieuse. Je me demande pourquoi. Toujours est-il qu'elle montre trop clairement son jeu. Soupçonne-t-elle réellement M. Kettering d'avoir tué sa femme ? Elle voudrait surtout me le faire croire. Elle voudrait même en persuader la police. » Le comte de la Roche sourit. Il n'avait nullement l'intention de se mêler de cette affaire. D'autres perspectives s'offraient à lui, et à en juger par son sourire, elles étaient plus agréables. Bientôt, cependant, son front se rembrunit. Selon Mireille, la police le soupçonnait. Cela pouvait aussi bien être vrai que faux. Une furie déchaînée ne s'inquiète guère de la véracité de ses affirmations. D'autre part, peut-être était-elle bien renseignée. Dans ce cas, la bouche du comte se tordit dans un rictus. Il lui faudrait prendre certaines précautions. Il rentra dans la maison. Il demanda de nouveau à Hippolyte si des étrangers n'étaient pas venus chez lui.
Le serviteur lui répondit négativement. Le comte monta dans sa chambre à coucher et se dirigea vers un vieux secrétaire placé contre le mur. Il en abattit le couvercle, et ses doigts agiles firent jouer un ressort dissimulé au fond d'un des casiers. Un tiroir secret s'ouvrit, dans lequel se trouvait un petit paquet, enveloppé de papier brun. Le comte le prit et le soupesa dans sa main. Puis, avec une légère grimace, il arracha un cheveu de sa tête et le plaça sur le bord du tiroir, qu'il referma soigneusement. Le petit paquet dans sa main, il descendit l'escalier et sortit de la maison, pour se rendre au garage. 10 minutes après, dans sa petite voiture rouge à 2 places, il filait sur la route de Monte-Carlo. Après avoir passé quelques heures au casino, il flâna à travers la ville, puis il remonta dans son automobile et prit la direction de Menton. Au début de l'après-midi, il avait remarqué une voiture grise à quelque distance derrière lui. De nouveau, il la revoyait sur la route. Le comte sourit et pressa fortement l'accélérateur. On gravissait une longue côte très raide. La petite voiture rouge, construite sur commande par le comte, possédait un moteur plus fort que ne l'aurait laissé soupçonner ses dimensions restreintes. Elle partit d'un trait. Le sourire aux lèvres, le comte jeta un coup d'œil en arrière vers la voiture grise. Enveloppée d'un nuage de poussière, la petite automobile rouge bondissait sur la route à une allure dangereuse, mais le comte conduisait avec une maîtrise et un sang-froid extraordinaires. À présent, la voiturette descendait une pente sinueuse, et bientôt, elle ralentit pour s'arrêter enfin devant un bureau de poste. Le comte sauta de son siège, souleva le couvercle du coffre à outils, y prit le petit paquet enveloppé de papier brun et se précipita dans le bureau. 2 minutes plus tard, il remontait en voiture et continuait sa route vers Menton. Quand l'auto grise arriva dans cette ville, le comte, assis à la terrasse d'un hôtel, dégustait son 5 o'clock tea à l'anglaise. Dans la soirée, il retourna dîner à Monte-Carlo et regagna son domicile à 11 heures. Hippolyte vint à sa rencontre, l'air très ennuyé. « Ah, voici enfin monsieur le comte. Monsieur le comte a-t-il téléphoné tantôt ?» Le comte fit un signe négatif de la tête. « Pourtant, à 3 heures, j'ai reçu un coup de téléphone de monsieur le comte, disant de venir le rejoindre à Nice, au Negresco. »« Vraiment? Et vous y êtes allé ?»« Oui, monsieur le comte, mais au Negresco, on n'a pas pu me renseigner. Monsieur le comte n'y était pas venu. »« Ah, et sans doute qu'à cette même heure, Marie était sortie faire ses emplettes pour le dîner. »« Oui, monsieur le comte. »« Oh, ne vous tourmentez pas, Hippolyte. C'est sans doute une erreur. » Le comte monta dans sa chambre, souriant lui-même. Il s'enferma à clé et regarda attentivement autour de lui. Tout paraissait en ordre. Il ouvrit plusieurs tiroirs. Les objets avaient été replacés presque exactement comme il les avait mis. Pas tout à fait cependant. De toute évidence, la chambre avait été fouillée dans tous les coins et recoins. Le comte s'approcha du bureau et déclencha le ressort secret. Le tiroir s'ouvrit, mais le cheveu ne se trouvait plus à sa place. « Notre police est admirable, » murmura le comte. « Rien ne lui échappe. » Chapitre 20. Catherine Gray. Le lendemain matin, Catherine et Lennox étaient assises sur la terrasse de la Villa Marguerite. Sans la présence de Lennox à la villa, Catherine y eût jugé l'existence intolérable. L'affaire Kettering revenait sans cesse sur le tapis. Lady Templin exploitait avec cynisme la situation de son invité relativement à son meurtre. Les rebuffades continuelles de Catherine ne réussissaient point à désarmer son hôtesse. Lennox s'amusait des manœuvres maternelles, tout en réservant sa sympathie à Catherine. Chubby, dont la joie naïve demeurait inaltérable, présentait en ces termes la jeune fille à tous ceux qui venaient à la villa. « Voici Miss Gray. Vous connaissez le drame du train bleu ? Elle s'y trouvait et bavardait avec Ruth Kettering quelques heures avant le crime. Elle en a une veine, hein ?» Quelques remarques de ce genre avaient provoqué chez Catherine un mouvement de mauvaise humeur, et elle avait répondu de façon mordante à Lady Templin. Lorsque les deux jeunes filles se retrouvèrent en tête-à-tête, Lennox dit de sa voix traînante : «
Vous n'avez pas l'habitude d'être exploitée, Catherine? Il vous reste encore beaucoup à apprendre. Je n'ai pas pu me contenir, Lennox. D'habitude, je garde mon sang-froid. Il est temps de vous rebiffer un peu. Chubby n'est pas méchant, mais stupide. Quant à maman, elle vous assomme, mais elle s'en aperçoit même pas. Si vous répliquez, elle ouvre de grands yeux bleus effarés, mais ne se formalise nullement. Catherine ne releva point ses critiques. Lennox reprit. J'avoue que je suis un peu comme Chubby. J'aime bien parler des affaires de crime, d'autant plus que, cette fois, je connais le mari de la victime. Catherine approuva d'un signe de tête. Alors vous avez déjeuné avec Derek hier? Poursuivit Lennox. L'aimez-vous, Catherine? Catherine réfléchit un instant. Je n'en sais trop rien, répondit-elle. Il est pourtant gentil. Oui, il a l'air très aimable. Qu'est-ce qui vous chiffonne en lui? Catherine ne répondit point à cette question, du moins pas directement. Il me parlait de sa femme, mais il déclarait sans vergogne que la mort de celle-ci était un fameux coup de chance. Et cela vous a choqué? Lennox fit une pause, puis elle ajouta d'un ton bizarre. Catherine, Derek vous aime. Il m'a offert un excellent déjeuner en tout cas, répartit Catherine avec bonne humeur. Lennox ne laissa pas dévier le sujet de la conversation. Je m'en suis aperçue dès le premier soir de votre arrivée, dit-elle, pensive. Il avait une façon de vous regarder. Vous n'êtes pourtant pas son genre, plutôt l'opposé. Sans doute l'amour, tout comme la dévotion, vous vient à un certain âge. On demande mademoiselle au téléphone, annonça Marie. Monsieur Hercule Poirot veut lui parler. Que de sang, que de meurtre. Vite, Catherine, allez bavarder avec votre détective. La voix de monsieur Poirot arriva, claire et nette, à l'oreille de Catherine. Vous êtes à l'appareil, mademoiselle Gray? Bon. Mademoiselle, je vous téléphone de la part de monsieur Van Halding, le père de madame Kettering. Il désire vous voir, soit à la Villa Marguerite, soit à son hôtel à Nice, à votre gré. Réflexion faite, Catherine ne voulait pas recevoir M. Van Halding à la Villa Marguerite. Lady Templing n'eut pu contenir sa joie, elle qui ne laissait jamais échapper une occasion de fréquenter des millionnaires. Catherine répondit donc à Poirot qu'elle irait à Nice. « Parfait, mademoiselle, je vais moi-même vous chercher en auto. Dans 3 quarts d'heure, cela vous va? Bon, à bientôt. » À l'heure indiquée, Poirot arriva. Miss Gray l'attendait, et ils partirent aussitôt. « Comment allez-vous, mademoiselle ?» Un plus ample examen confirma la première impression de la jeune fille. Monsieur Hercule Poirot était un homme charmant. Voici notre roman policier vécu. Je vous avais promis que nous mènerions l'enquête ensemble, et comme toujours, je tiens ma promesse. Vous êtes trop aimable, monsieur Poirot. Ah, vous vous moquez de moi. Voulez-vous, oui ou non, connaître les détails de l'affaire? Catherine lui avoua sa curiosité, et le détective lui fit le portrait du comte de la Roche. « Vous croyez que cet homme l'a tué ?» demanda Catherine. « On le soupçonne, » répondit Poirot sans se compromettre. « Oui, mais pas vous. Je n'ai pas encore donné mon opinion. Et vous, mademoiselle, qu'en pensez-vous » Elle hocha la tête. « Que voulez-vous que j'en pense? Je ne connais rien à ces sortes de choses, mais il me semble que... » Eh bien, d'après le portrait que vous venez de me faire de cet homme, je le crois incapable de commettre un crime. Ah, nous partageons le même point de vue. Poirot la regarda attentivement. Dites-moi, mademoiselle, vous avez vu M. Kettering? Oui, je l'ai rencontré chez Lady Templing, et nous avons déjeuné ensemble hier. Un mauvais sujet, déclara Poirot. Mais les femmes préfèrent ces hommes-là, n'est-ce pas? Il lança un coup d'œil malicieux à Catherine, et ajouta. Un individu comme lui ne passe pas inaperçu. Vous l'avez sans doute remarqué dans le train bleu. Oui. Dans le wagon-restaurant? Non. Je l'ai aperçu une seule fois, au moment où il entrait dans le compartiment de sa femme. Drôle d'histoire, murmura Poirot. Mademoiselle, je me souviens vous avoir entendu dire que, vous trouvant éveillée à Lyon, vous avez regardé par votre fenêtre. N'auriez-vous pas vu un grand homme brun, comme le comte de la Roche, sortir du train?
Non, je n'ai vu personne, ou plutôt si. Un gamin en casquette et en pardessus descendit de voiture. Mais je ne crois pas qu'il ait quitté la gare. Il allait et venait sur le quai. Il y avait aussi un gros Français barbu, portant un pardessus sur son pyjama, qui désirait une tasse de café. En dehors d'eux, je n'ai remarqué que les employés du train. Poirot hocha la tête. Le cas du comte de Laroche se compliqua du fait qu'il possède un alibi. Rien de plus pénible qu'un alibi. C'est la porte ouverte à tous les soupçons. Nous voici arrivés. Ils montèrent tout droit à l'appartement de Van Halding, où ils furent accueillis par Knighton. Poirot le présenta à Catherine. Après quelques phrases banales, Knighton leur dit « Je vais prévenir M. Van Halding de la visite de Miss Gray. » Il passa dans une pièce voisine. On entendit un murmure de voix, puis Van Halding entra dans la pièce, et, la main tendue, s'avança vers Catherine tout en l'observant d'un regard scrutateur. « Je suis heureux de vous voir, Miss Gray, » dit-il. « J'attendais avec impatience votre venue pour vous entendre parler de Ruth. » Les manières simples du millionnaire plurent beaucoup à Catherine. Elle se sentait en présence d'une douleur sincère, d'autant plus réelle qu'elle ne s'extériorisait en aucune façon. Il lui offrit une chaise. « Asseyez-vous, je vous prie, et racontez-moi ce que vous savez. » Poirot et Knighton se retirèrent discrètement dans une autre pièce, laissant Catherine et Van Halding en tête-à-tête. Sans difficulté, elle lui répéta presque mot pour mot sa conversation avec Ruth Kettering. Il écoutait en silence, voilant ses yeux de sa main. Quand elle eut terminé, il lui dit d'une voix calme « Je vous remercie infiniment, mademoiselle. » Ils se turent pendant quelques minutes. Catherine sentait que des formules de condoléances eussent été déplacées en ce moment. Bientôt le millionnaire parla, mais d'un ton différent. « Mademoiselle, comment vous exprimer ma gratitude? Vos bonnes paroles ont certainement calmé l'esprit de ma pauvre Ruth durant les dernières heures de sa vie. Permettez-moi de vous poser une question. M. Poirot vous a parlé de ce vaurien dont ma pauvre fille s'était entichée. C'était l'homme qu'elle allait rejoindre. Vous semble-t-il qu'après votre conversation, elle soit revenue sur sa décision? Franchement, je ne saurais rien affirmer. Se jouerait-il qu'elle paraissait tranquille et rassurée quand je quittais son appartement? Ne vous a-t-elle pas dit où elle comptait rencontrer ce bandit? À Paris ou ailleurs? Non, elle ne m'a rien dit à ce sujet. Ah, c'est le point essentiel. On finira bien par identifier le coupable, mais il faudra du temps. Van Halding se leva et ouvrit la porte de la pièce voisine. Poirot et Knighton reparurent. Le millionnaire invita Catherine à déjeuner, mais elle refusa. Et Knighton l'accompagna jusqu'à la voiture qui attendait devant la porte de l'hôtel. Quand le secrétaire remonta, il trouva Poirot et Van Halding absorbés dans leur conversation. « Si seulement je savais quelle décision avait prise Ruth, » disait pensivement le millionnaire. « Peut-être avait-elle eu l'intention de quitter le train à Paris et de m'en avertir par câble, ou bien voulait-elle rejoindre le comte dans le midi pour avoir avec lui une explication. Nous ne pouvons rien certifier. Toutefois, d'après la déposition de la femme de chambre, Ruth a été surprise et ennuyée par l'arrivée inopinée du comte à la gare de Lyon, à Paris, ce qui indique clairement que cette rencontre n'était pas prévue. Qu'en pensez-vous, Knighton? Le secrétaire sursauta. « Excusez-moi, monsieur Van Halding, je n'écoutais pas. »« Vous rêviez? Ce n'est pas dans vos habitudes. Cette jeune personne vous a sans doute fait tourner la tête. » Knighton rougit. « Elle est très gentille, dit Van Halding. Avez-vous vu ses yeux? » « Qui pourrait ne pas les remarquer, répondit Knighton. Chapitre 21. Au tennis. Plusieurs jours s'écoulèrent. Un matin, Catherine, rentrant de promenade, trouva Lennox qui l'attendait, un sourire énigmatique sur les lèvres. « Votre béguin a téléphoné, Catherine. »« Qui appelez-vous mon béguin ?»« Un nouveau, le secrétaire de Rufus Van Halding. Vous semblez lui avoir fait une excellente impression. Vous devenez une vraie broyeuse de cœur, Catherine. D'abord Derek Kettering et maintenant le jeune Knighton. Je me souviens parfaitement de lui. Pendant la guerre, il fut soigné à l'hôpital que maman dirigeait,
À cette époque, j'avais à peine 8 ans. Était-il gravement blessé? Une balle dans la jambe, si j'ai bonne mémoire. Il n'a pas eu de chance. Les docteurs lui assurèrent qu'il ne boiterait pas. Mais quand il est sorti, il traînait affreusement la jambe. Lady Templin vint à ce moment, rejoindre les deux jeunes filles. « Lennox, as-tu parlé à Catherine du Major Knighton ?» demanda-t-elle. « Quel garçon charmant ! Tout d'abord, je m'en souvenais pas très bien. On en a tant vu, mais à présent je me le rappelle parfaitement. » « Autrefois, il était trop insignifiant pour que tu le remarques, » dit Lennox. « Maintenant, il est le secrétaire d'un millionnaire. Cela change du tout au tout. »« Voyons, chérie, » dit Lady Templin d'un ton de vague reproche. « Pourquoi le Major Knighton me téléphonait-il » interrogea Catherine. « Il demandait si vous vouliez jouer au tennis tantôt, et s'offrait à venir vous prendre en voiture. Maman et moi avons accepté pour vous, avec empressement. Pendant que vous papoterez avec le secrétaire de M. Van Halding, je profiterai pour faire connaissance du millionnaire. Vous me comprenez, Catherine? Il a peut-être 60 ans et sera enchanté de trouver sur son chemin une gentille petite fille comme moi. »« Je serai très heureuse de voir M. Van Halding, » déclara Lady Templin. « On parle de lui. Ces fameux Yankees sont des types étonnants. » Le Major Knighton a insisté sur le fait que l'invitation venait de M. Van Halding, ajouta Lennox. Il l'a tant répété que je commence à flairer anguille sous roche. Vous et Knighton feriez un gentil couple. Mes enfants, d'avance, je vous donne ma bénédiction. Catherine éclata de rire et monta changer de robe. Peu après le déjeuner, Knighton se présenta à la Villa Marguerite et subit dignement les effusions de Lady Templin, ravie de le revoir. En se dirigeant vers Cannes, dans l'automobile, Knighton dit à Catherine. « Lady Templin ne change pas du tout. »« Vous voulez parler de son physique ou de son caractère ?»« Des deux. Elle doit avoir plus de 40 ans et elle conserve une beauté remarquable. »« En effet, acquiesça Catherine. Je suis bien content que vous ayez accepté de venir jouer au tennis aujourd'hui. Monsieur Poirot y sera aussi. Ce petit homme est extraordinaire. Le connaissez-vous beaucoup, Miss Gray ? » ?»« Non. Nous nous sommes vus pour la première fois dans le train, en venant ici. Je lisais un roman policier et je prétendais que de telles tragédies ne se produisaient pas dans la vie réelle. Naturellement, j'ignorais à qui j'avais affaire. C'est un détective très habile. Il possède le don de mener une enquête jusqu'au bout sans que personne ne devine ses intentions. Je me souviens que, lors de mon séjour dans le Yorkshire, les bijoux de Lady Clanravan disparurent. Tout d'abord, on crut qu'il s'agissait d'un simple vol, mais la police locale dut s'avouer incapable de mettre la main sur le criminel. Je suggérai aux autorités de faire appel à Hercule Poirot, mais ils avaient mis toute leur confiance dans Scotland Yard. Qu'arriva-t-il? On ne retrouva jamais les bijoux. Alors vous avez confiance en M. Poirot? Certes, le comte de la Roche est un compère. Jusqu'ici, il a glissé à travers les mailles du filet de la justice. Mais il va trouver son maître, en la personne d'Hercule Poirot. Vous croyez réellement que le comte de la Roche a commis ce meurtre? Évidemment. Et vous? Lui demanda Knighton. Moi aussi, mais il ne s'agit pas là d'un vol ordinaire. Il se pourrait que le criminel fût un vulgaire dévaliseur de train, mais j'estime que dans le cas de Madame Kettering, la culpabilité du comte de la Roche ne fait aucun doute. Pourtant, il possède un alibi. Oh, un alibi, s'exclama Knighton, un sourire éclairant ses traits juvéniles. Miss Gray, vous qui lisez des romans policiers, vous devriez savoir que l'homme possédant un parfait alibi est toujours celui sur qui doivent peser les plus graves soupçons. Et vous pensez qu'il en est de même dans la réalité? Pourquoi pas? La fiction est fondée sur la réalité. Celle-ci est plus étonnante encore, répliqua Catherine. Peut-être. En tout cas, si j'avais commis un crime, je n'aimerais pas avoir Hercule Poirot sur ma piste. Ni moi non plus, dit Catherine en riant. À leur arrivée, ils furent accueillis par Poirot. Comme il faisait très chaud, il était vêtu de blanc, avec un camélia à la boutonnière. « Bonjour, mademoiselle. J'ai l'air d'un Anglais, n'est-ce pas ?»« Je vous trouve très bien ainsi, » répondit aimablement Catherine. « Vous vous moquez de moi, mademoiselle, mais cela n'a pas d'importance.
Papa Poirot rit toujours le dernier. « Où est M. Van Halding ?» demanda Knighton. « Il viendra nous retrouver tout à l'heure. À vous parler franchement, mon ami, M. Van Halding n'est pas satisfait de moi. Oh, ces Américains, ils ignorent la patience, le calme. Pour lui plaire, je devrais me jeter à la poursuite des criminels sur toutes les routes de Nice. À mon avis, ce n'est pas une mauvaise idée, observa Knighton. Erreur, lui répondit Poirot. Dans ces sortes d'histoires, il ne suffit pas de savoir courir, mais d'avoir du flair. Et le tennis constitue un excellent champ d'observation, puisqu'on y rencontre beaucoup de monde. Tiens, voilà M. Kettering. En effet, Derek se dirigeait tout droit sur eux, l'air soucieux et maussade. Il restait en proie à un grand ennui. Lui et Knighton se saluèrent avec une certaine froideur. Seul Poirot conservait sa belle humeur et plaisantait dans un louable effort de mettre chacun à son aise, en distribuant des compliments à la ronde. « Monsieur Kettering, permettez-moi de vous féliciter. Vous parlez admirablement le français. Vous pourriez vous faire passer pour un indigène si vous vouliez. Peu d'Anglais sont capables d'une telle prouesse. »« Je voudrais bien pouvoir en faire autant, » dit Catherine, « mais je me rends compte que ma prononciation est tout à fait défectueuse. » Ils arrivèrent à leur place et s'assirent. Presque aussitôt, Knighton aperçut son patron, qui lui faisait des signes de l'autre bout du cour. Il alla le rejoindre. « Je trouve ce jeune homme très comme il faut, » dit Poirot, regardant s'éloigner le secrétaire. « Et vous, mademoiselle ?»« Il me plaît beaucoup. »« Et vous, monsieur Kettering ?» Une vive riposte allait sortir des lèvres de Derek, mais quelque chose dans le regard malicieux du petit Belge le mit sur ses gardes. Choisissant ses mots, il répondit. « Knighton est un bon garçon. » Catherine se figura que Poirot était déçu. « C'est un de vos grands admirateurs, monsieur Poirot, » fit-elle. Puis elle lui raconta ce que lui avait dit Knighton pendant le trajet en automobile. Elle s'amusait beaucoup à voir le petit homme se dresser et gonfler sa poitrine tout en adoptant un air de fausse modestie, qui ne pouvait tromper personne. « Cela me rappelle, mademoiselle, que j'ai un mot à vous dire. Lorsque vous parliez à cette pauvre dame dans son compartiment, vous avez laissé tomber votre étui à cigarette. » Catherine parut surprise. « Je ne crois pas, » répondit-elle. Poirot tira de sa poche un étui à cigarette en maroquin bleu avec l'initiale K en or. « Non, cet objet ne m'appartient pas. »« Oh, toutes mes excuses. C'était sans doute celui de la dame, évidemment. Le K est l'initiale de Kettering. Mais elle en avait un autre dans son sac. C'est ce qui nous a trompés. Savez-vous si cet étui appartenait à votre femme ?» Derek, interloqué, marmotta. Je n'en sais rien. Probablement que oui. Ne serait-ce pas le vôtre par hasard? Non, si c'était le mien, vous ne l'auriez pas trouvé chez ma femme. Poirot semblait plus candide que jamais. Je pensais que vous l'aviez laissé tomber pendant que vous étiez dans le compartiment de madame Kettering, expliqua-t-il naïvement. Je n'y suis point entré. Je l'ai répété 100 fois à la police. Mille excuses. Mademoiselle vous a vu entrer, dit Poirot, l'air très humble et très embarrassé. Catherine crut voir le visage de Derek pâlir. Peut-être était-ce pure imagination, car il lui dit en riant, d'une voix la plus naturelle du monde. Vous faites erreur, Miss Gray. D'après l'enquête de la police, j'occupais le compartiment voisin de celui de ma femme. Je ne m'en doutais guère. Vous devez m'avoir vu entrer dans mon propre compartiment. Il se leva brusquement en apercevant Van Halding, qui arrivait avec Knighton. « Je vous quitte à présent, murmura-t-il. Pour rien au monde, je ne veux affronter mon beau-père. » Van Halding salua courtoisement Catherine, mais il ne dissimula pas sa mauvaise humeur. « Le tennis vous intéresse, monsieur Poirot » grommela le millionnaire. « Oui, j'aime à regarder les joueurs, » répondit Poirot. « Heureusement que vous habitez la France. Aux États-Unis, je vous dirais que les affaires passent avant le plaisir. » Poirot, au lieu de se fâcher, sourit à l'irascible Yankee. « Ne vous mettez pas en colère, je vous prie, monsieur Van Halding. À chacun sa façon de travailler. Quant à moi, j'ai toujours préféré joindre l'utile à l'agréable. » Poirot jeta un coup d'œil vers Knighton et Catherine et remarqua avec satisfaction que les deux jeunes gens
étaient absorbés dans leur conversation. Se tournant vers le millionnaire, Poirot lui dit à voix basse: « Je ne suis pas ici seulement pour mon plaisir, monsieur Van Halding. Voyez-vous en face de nous ce grand vieillard au teint jaune et à la barbe vénérable? Oui, eh bien, c'est monsieur Papopoulos. Un grec? Un grec, parfaitement, et un fameux marchand d'antiquités. Il tient une boutique à Paris, mais la police le suspecte d'exercer une autre profession. Laquelle? Celle de receleur d'objets volés, particulièrement de bijoux. La taille et le sertissage des pierres précieuses n'ont pour lui aucun secret. Il vous transforme un joyau en un rien de temps. Il fréquente les têtes couronnées et a des accointances dans la plus basse pègre. Van Halding observait Poirot avec curiosité. Et alors, fit-il, je me demande, moi. Hercule Poirot se frappait la poitrine d'un air tragique. Je me demande pourquoi M. Papopoulos débarque-t-il subitement à Nice. Si Van Halding avait douté un moment de la compétence de Poirot, qu'en son fort intérieur il jugeait un peu cabotin, il ne tarda pas à changer d'opinion. « Veuillez accepter mes excuses, monsieur Poirot, dit-il en le regardant, droit dans les yeux. Poirot fit un geste large de la main. « Bah, cela n'a aucune importance. Écoutez-moi, monsieur Van Halding. J'ai du nouveau à vous apprendre. » Le millionnaire, très intéressé, lui jeta un regard interrogateur. « Comme vous le savez, monsieur Van Halding, le comte de la Roche est surveillé depuis son interrogatoire, chez le juge d'instruction. Le lendemain, pendant son absence, la police a perquisitionné la Villa Marina. Je parie qu'elle n'a rien trouvé. » Poirot s'inclina. « Je rends hommage à votre perspicacité, monsieur Van Halding. Comme il fallait s'y attendre, elle n'a rien découvert de suspect. Le comte de la Roche n'est pas né d'hier. Ce gentleman astucieux jouit d'une grande expérience. Bon, et ensuite, si le comte a quelque chose à dissimuler, où le cachera-t-il? Pas dans sa maison, elle a été fouillée de fond en comble, ni sur sa personne. Il sait qu'on peut l'arrêter d'un instant à l'autre. Reste son automobile. Ce jour-là, des policiers l'ont suivi jusqu'à Monte-Carlo. De là, il a pris la route de Menton. Il conduisait lui-même sa petite voiture très puissante et a dépassé ses poursuivants. Pendant un quart d'heure, ils l'ont complètement perdu de vue. Et pendant ce temps, vous croyez qu'il a caché quelque chose au bord de la route? Demanda Van Halding. Pas au bord de la route, ce n'est point pratique. Voici, j'ai suggéré à M. Carège de placer, dans tous les bureaux de poste de la région, quelqu'un connaissant de vue le comte de la Roche. Le juge d'instruction a approuvé mon idée. En effet, la meilleure manière de faire disparaître momentanément un objet est de le confier à la poste. Eh bien, voici. D'un geste théâtral, Poirot tira de sa poche un paquet enveloppé de papier marron, dépouillé de sa ficelle. Pendant le dit quart d'heure, notre gentleman a expédié ce petit colis. À quelle adresse? Poirot hocha la tête. Malheureusement, la suscription ne nous apprend pas grand-chose. C'est une de ces officines comme il en existe tant à Paris, où, contre une somme modique, on vous garde vos lettres et vos colis, jusqu'au moment où vous venez les réclamer. « Que contient ce paquet ?» demanda M. Van Halding, bouillant d'impatience. Poirot défit l'emballage et découvrit une boîte en carton carré. Il regarda autour de lui. « Le moment est propice, déclara-t-il. Tous les yeux sont tournés vers les joueurs. Regardez, monsieur. » Il souleva le couvercle de la boîte. Pendant une fraction de seconde, le millionnaire poussa une exclamation de surprise et son visage devint blanc comme de la craie. « Mon Dieu, ce sont les rubis !» Van Halding semblait étourdi par le choc. Poirot réintégra la boîte dans sa poche, tout en savourant son triomphe. Soudain, le millionnaire, remis de son émotion, se pencha vers le petit détective et lui serra la main à la briser. « Mes félicitations !» s'exclama Van Halding. « Monsieur Poirot, je vous admire. »« Il n'y a pas de quoi, » dit Poirot modestement. « Avoir de l'ordre, de la méthode, prévoir toutes les éventualités possibles, voilà le secret du métier. »« À présent, le comte de la Roche est sous les verrous ?»« Pas encore, » répondit Poirot. «
Une grande surprise se peignit sur les traits de Van Halding. Pourquoi? Que faut-il de plus pour l'arrêter? L'alibi du comte demeure inébranlable. C'est stupide. Peut-être. Malheureusement, nous devons démolir son alibi avant de l'arrêter. En attendant, il vous filera entre les doigts. Poirot secoua énergiquement la tête. Non, le comte ne peut sacrifier son rang social. Il doit rester à la Riviera et payer d'effronteries. Cette explication ne satisfaisait point Van Halding. Je ne vous comprends pas. Poirot leva la main. Un peu de patience, monsieur. Moi, j'ai une petite idée. On se moque des petites idées d'Hercule Poirot. On a tort. Bien, allez-y et exposez-moi votre petite idée. Poirot fit une pause. J'irai vous voir à votre hôtel demain matin à 11h. D'ici là, ne dites rien à personne. Chapitre 22. Une visite matinale. Monsieur Papopoulos déjeunait avec sa fille Zia lorsqu'on frappa à la porte. Un groom entra, une carte à la main. Il la remit à monsieur Papopoulos qui l'examina, leva les yeux et l'attendit à sa fille. « Tiens » s'écria monsieur Papopoulos, se grattant pensivement l'oreille gauche. « Hercule Poirot, que peut-il bien me vouloir ?» Le père et la fille se regardèrent. « Je l'ai aperçu hier au tennis » dit monsieur Papopoulos. « Zia, je ne flaire rien de bon là-dessous. »« Ne vous a-t-il pas autrefois rendu un singulier service ?» lui rappela sa fille. « C'est exact, mais il paraît qu'il a pris sa retraite et n'appartient plus à la police. » Monsieur Papopoulos et Zia échangèrent ces réflexions dans leur propre langue. Le père se tourna vers le groom et lui dit en français. « Faites monter ce monsieur. » Quelques instants après, Hercule Poirot, très élégamment vêtu, et sa canne à la main, entra. « Mon cher monsieur Papopoulos. »« Mon cher monsieur Poirot. »« Bonjour, mademoiselle Zia. » Poirot fit une référence. « Veuillez nous excuser, nous sommes en train de déjeuner, » dit monsieur Papopoulos, en se versant une seconde tasse de thé. « Votre visite est, bien, un peu matinale. Il est indiscret, je l'avoue, de déranger les gens d'une aussi bonne heure. Mais voyez-vous, je suis très pressé. »« Ah, vous travaillez toujours ?» lui demanda M. Papopoulos. « Oui, je m'occupe d'une affaire très sérieuse. Le meurtre de Madame Kettering. »« Attendez, » fit M. Papopoulos en regardant innocemment le plafond. « Il s'agit de cette personne qu'on a trouvée morte dans le train bleu, n'est-ce pas? J'ai lu ça dans les journaux. Mais il n'était nullement question de crime. Dans l'intérêt de la justice, on avait jugé utile de voiler les faits. » Il y eut une pause. « Et en quoi puis-je vous être utile ?» demanda poliment l'antiquaire. « Voici, » dit Poirot. « Je vais droit au but. » Il tira de sa poche la boîte qu'il avait montrée à M. Van Halding, au tennis de Cannes, l'ouvrit, enleva le collier et le posa sur la table devant le grec. M. Poirot observait le vieillard. M. Papopoulos prit le bijou et l'examina attentivement. Mais pas un muscle de son visage ne remua. Il leva les yeux et regarda le détective d'un air interrogateur. « Ils sont magnifiques, ces rubis, n'est-ce pas ?» demanda Poirot. « Oui, c'est du beau travail, » répondit M. Papopoulos. « À combien évaluez-vous ce bijou ?» Le visage du grec changea d'expression. « Tenez-vous vraiment à le savoir ?»« Vous êtes un finaud, M. Papopoulos. Non, je n'exige pas que vous répondiez à ma question. Ce collier ne vaut certainement pas 500 000 $. Papopoulos éclata de rire et Poirot se joignit à lui. « Pour une imitation, dit Papopoulos, en rendant le bijou à Poirot, c'est du beau travail, comme je vous le disais tout à l'heure. Serait-ce indiscret de vous demander d'où vient ce collier ? Pas du tout, je puis bien le dire à un vieil ami comme vous. Il était en possession du comte de la Roche. » M. Papopoulos fronça les sourcils. « Tiens. » Poirot, affectant un air des plus innocents, se pencha vers le grec et lui dit « Monsieur Papopoulos, je vais jouer carte sur table. Le cœur de feu, dont ce bijou est une reproduction, a été volé à Madame Kettering dans le train bleu. Laissez-moi d'abord vous apprendre que je ne m'occupe nullement de retrouver le collier. Cela regarde la police. Et je ne travaille pas pour elle, mais pour le compte de M. Van Halding.
Je veux mettre la main sur l'assassin de Madame Kettering. Le bijou ne m'intéresse pas qu'autant qu'il peut m'aider à découvrir le meurtrier. Comprenez-vous? Il prononça ces 2 derniers mots avec une insistance toute particulière. M. Papopoulos, le visage impassible, lui dit « Très probablement, monsieur, le bijou changea de propriétaire à Nice. Peut-être est-ce déjà fait. Continuez, je vous prie. » Ah, M. Papopoulos but son café à petites gorgées, l'air plus noble et plus patriarcal que jamais. « Quelle heureuse coïncidence, ai-je pensé. Mon vieil ami Papopoulos séjourne en ce moment à Nice. Il va m'aider. »« Et comment ça ?» demanda l'antiquaire d'un ton glacial. Je me suis dit, Monsieur Papopoulos se trouve sûrement à Nice pour affaires. Pas du tout, je viens pour ma santé. Par ordre de la faculté. Il émit une toux caverneuse. Vous m'envoyez désolé, fit Poirot, sans grande conviction. Mais revenons à nos moutons. Qu'un grand-duc, une archiduchesse d'Autriche, ou un prince italien veuille négocier ses bijoux de famille, à qui s'adresse-t-il? À M. Papopoulos, de renommée mondiale et dont tous reconnaissent la discrétion et l'habileté. Vous me flattez, dit le vieillard en s'inclinant. La discrétion est une qualité inappréciable, murmura Poirot. Il fut récompensé par le sourire furtif qui éclaira le visage du grec. Moi aussi, je sais être discret, déclara le détective. Les regards des 2 hommes se croisèrent. Alors Poirot parla lentement, pesant chacune de ses paroles. Je me suis dit encore ceci. Si le collier a changé de propriétaire à Nice, M. Papopoulos en aura entendu parler. Il est assez au courant de tout ce qui se passe dans le monde des bijoux. Ah, dit le grec en prenant un croissant. La police n'a rien à voir là-dedans. C'est une affaire strictement personnelle, ajouta M. Poirot. Certains bruits circulent, risqua Papopoulos sans trop se compromettre. Lesquels? Demanda Poirot. Est-il bien nécessaire que je vous les répète? Oui, souvenez-vous, monsieur Papopoulos, il y a 17 ans, un personnage en vue vous confia la garde d'un bijou qui disparut de façon inexplicable. Vous étiez, si j'ose dire, dans de vilains draps. Ses yeux se tournèrent vers la jeune fille. Elle avait repoussé sa tasse et, les 2 coudes sur la table, son menton appuyé sur ses mains, elle ne perdait pas une parole. M. Poirot continua. À cette époque, je me trouvais à Paris. Vous me fîtes appeler, remettant votre sort entre mes mains. Vous me juriez alors que si je vous rendais le bijou perdu, vous m'en seriez reconnaissant jusqu'à la mort. Eh bien, grâce à moi, vous êtes rentré en sa possession. Ce fut le moment le plus pénible de ma carrière, soupira le grec. Certes, 17 ans, c'est bien long. Toutefois, je crois ne pas me tromper en affirmant que ceux de votre race ont bonne mémoire. Vous parlez au grec? Demanda M. Papopoulos avec un sourire ironique. Non, ce n'est pas au grec que je m'adresse. Le vieillard se redressa plein de fierté. Vous avez raison, monsieur Poirot. Je suis un juif. Et comme vous venez de le dire, ceux de notre race ont la mémoire fidèle. Je puis donc compter sur votre concours. En ce qui concerne le bijou, je ne vous promets rien. Le vieillard, tout comme Poirot, choisissait ses mots avec prudence. Je ne sais rien et je n'ai rien entendu dire. Je puis cependant vous donner un bon tuyau, si vous vous intéressez aux courses. Tout dépend des circonstances, fit Poirot, regardant fixement son interlocuteur. À Longchamp, il y a en ce moment un cheval digne de retenir l'attention, mais impossible de rien certifier. Ces renseignements passent par tant de bouches, vous comprenez. L'antiquaire s'interrompit, scruta le visage de Poirot pour s'assurer si le détective saisissait le sens caché de ses paroles. « Parfaitement, parfaitement, » répondit Poirot. M. Papopoulos se renversa sur sa chaise et joignit le bout des doigts. « Ce cheval s'appelle Marquis. C'est un cheval anglais, il me semble. Et toi, Zia, qu'en dis-tu? »« Je le crois également. » Poirot se leva. « Je vous remercie, monsieur. Rien ne vaut ce que les Anglais appellent un tuyau venant de l'écurie même. Au revoir, monsieur, et 1000 fois merci. » Il se tourna vers la jeune fille. « Au revoir, mademoiselle Zia. Il me semble que notre dernière entrevue à Paris date d'hier.
À vous voir, on jurerait que cette rencontre remonte au plus à 2 ans. Il y a tout de même une différence entre 16 ans et 33 ans, soupira Zia. Pas dans votre cas, déclara Poirot, plein de galanterie. Vous et votre père me ferez le plaisir de dîner un soir avec moi. Mais avec joie, répondit Zia. Alors entendu, nous en reparlerons. Pour l'instant, je me sauve. Poirot se retrouva dans la rue, tout joyeux. Il fredonnait un refrain et faisait des moulinets avec sa canne. Il entra dans le premier bureau de poste qu'il vit sur son chemin et envoya un télégramme. Il lui fallut quelque temps pour le rédiger, car il employa un code spécial et dut faire appel à sa mémoire. Il était question de la disparition d'une épingle de cravate et la dépêche était adressée à l'inspecteur Japp, Scotland Yard. Et une fois déchiffrée, la teneur apparaissait précise dans son laconisme. « Télégraphiez-moi ce que vous savez sur un homme portant le sobriquet de marquis. » Chapitre 23. Une nouvelle hypothèse. À 11 heures précises, Poirot se présenta chez Van Halding. Le millionnaire était seul dans son appartement. « Vous êtes ponctuel, monsieur Poirot, » dit-il en se levant pour recevoir le détective. « J'observe la plus stricte exactitude. Sans ordre ni méthode. » Il s'interrompit. « Il est possible que je vous ai déjà raconté ces choses. Arrivons au but. Votre petite idée ? » « Oui, il s'agit de ma petite idée, » répéta Poirot en riant. « Tout d'abord, monsieur, je voudrais interroger une fois de plus la femme de chambre, Ada Mason. Est-elle ici ? » « Oui, je vais la faire venir. »« Bien. » Van Halding observait le petit détective avec curiosité. Il sonna et dépêcha un groom à la recherche de Mason. Poirot la reçut avec sa politesse accoutumée, qui toujours produisait son effet sur les gens de maison. « Bonjour, mademoiselle. Veuillez vous asseoir, je vous prie, si monsieur le permet. »« Certainement, asseyez-vous, Mason, » autorisa Van Halding. « Merci, monsieur. » Gauchement, Mason s'assit sur le bord d'une chaise. Elle paraissait encore plus osseuse et plus sèche que d'habitude. « Je vais vous poser quelques questions, » lui annonça Poirot. « Il faut aller au fond de cette affaire. J'en reviens toujours à l'homme du train. On vous a montré le comte de la Roche. Il vous semble que c'est peut-être cet homme, mais vous n'en êtes pas sûr. »« Comme je vous le disais, monsieur, je n'ai pas vu sa figure. Il m'est donc difficile de le reconnaître. » Poirot se montrait ravi. « Précisément. Je comprends la difficulté, mademoiselle. Vous étiez au service de madame Kettering depuis 2 mois, il me semble. Durant ce temps, combien de fois avez-vous vu votre maître ? » « Seulement 2 fois, monsieur. »« De loin ou de près ? » ?»« Une fois, monsieur, il vint à Curzon Street. J'étais en haut. Je me suis penché sur la rampe de l'escalier pendant qu'il traversait le vestibule. J'étais curieuse de le voir, sachant comment les choses marchaient. » Mason termina par un toussottement discret. « Et l'autre fois ? » « Je me promenais dans le parc, monsieur, avec Annie, une des autres domestiques, et elle me montra notre maître en compagnie d'une dame étrangère. »« Bien, Mason. Cet homme qui entra dans le compartiment de votre maîtresse, à la gare de Lyon, n'était-ce point votre maître ? » ?»« Je ne crois pas, monsieur. »« Vous n'en êtes pas certaine ? » ?»« Ma foi, je n'y ai pas fait grande attention, monsieur. » Mason semblait complètement bouleversé par cet interrogatoire. « Votre maître voyageait dans le même train, vous le savez. Quoi de plus naturel qu'il soit entré dans le compartiment de votre maîtresse ? Mais le monsieur qui parlait avec ma maîtresse devait venir du dehors. Il était en toilette de ville, avec un pardessus et un chapeau mou. »« Fort bien, mademoiselle, mais réfléchissez un instant. Le train s'arrêta à la gare de Lyon. Plusieurs voyageurs se promenaient sur le quai. Votre maîtresse songeait à en faire autant, et mit son manteau de fourrure, n'est-ce pas ? » ?»« Oui, monsieur. » »« En ce moment, votre maître a mis son pardessus et son chapeau, car si le train est chauffé, il fait froid à la gare. M. Kettering va et vient devant le wagon, et levant les yeux vers les fenêtres, très éclairé, il aperçoit soudain sa femme. Jusque-là, il ignorait sa présence dans le train. Naturellement, il remonte et se rend dans le compartiment de votre maîtresse. À sa vue, elle pousse un cri de surprise et ferme la porte de communication, car leur conversation doit être de nature plutôt intime. Poirot s'appuya sur le dossier de son fauteuil
et observa l'effet de ses paroles. Il attendit patiemment. Les gens de la classe de Mason n'aiment pas être brusqués, et il faut leur donner le temps de se débarrasser de leurs idées préconçues. Au bout de 3 minutes, elle parla enfin. « Ma foi, monsieur, c'est peut-être ainsi que les choses se sont passées. Je n'y avais pas pensé tout d'abord. Notre maître est grand et à peu près de la même taille que cet homme. En voyant son pardessus et son chapeau, j'ai songé que ce monsieur venait du dehors. Oui, cela pourrait bien être notre maître, mais je n'affirme rien. Je vous remercie, mademoiselle. Vous pouvez vous retirer. Oh, encore un petit détail. Il tira de sa poche l'étui à cigarette qu'il avait déjà montré à Catherine. Cet objet appartient-il à votre maîtresse? Non, monsieur. Du moins, fit Poirot d'un ton encourageant. Monsieur, je ne suis pas certaine, mais il me semble reconnaître l'étui que ma maîtresse avait acheté à l'intention de son mari. Ah! Je ne sais si elle le lui a offert. Bien, mademoiselle, c'est tout ce que je voulais savoir. Au revoir, mademoiselle. Ada Mason se retira discrètement, refermant sans bruit la porte derrière elle. Poirot, le sourire aux lèvres, regarda Van Halding atterré. « Vous croyez? Vous soupçonnez Derek ?» demanda le millionnaire. « Pourtant, vous avez la preuve de la culpabilité du comte. Vous savez qu'il a dérobé le bijou. Ne m'avez-vous pas raconté... » « Quoi donc? Cette histoire à propos du collier de Ruth. Vous me l'avez même montré. »« Pas du tout. » Van Halding le regarda bien en face. « Vous dites que vous ne me l'avez pas fait voir? »« Non. »« Vous êtes fou ou c'est moi qui perds la tête? » ?»« Nous ne sommes fous ni l'un ni l'autre. Vous me posez une question, j'y réponds. Vous me demandez si je ne vous ai pas montré le collier de Madame Kettering. Je vous affirme que non. Il s'agit seulement d'une parfaite imitation de ce bijou. Seul un expert pourrait s'y reconnaître. Chapitre 24. Poirot donne son avis. Le millionnaire demeura confondu devant les révélations de Poirot, et il lui fallut quelques moments pour se remettre. « Voilà qui change la situation, » observa le détective. « Une imitation. Monsieur Poirot, je reconnais que dès le début, vous vous refusiez à imputer au comte le meurtre de ma fille. Malgré certains soupçons, je ne parvenais pas à me figurer le comte comme étant un assassinat. Cette idée ne cadrait pas avec la personnalité de l'individu. Cependant, vous croyez qu'il songeait à voler le collier? Certainement, cela ne fait pas l'ombre d'un doute. Écoutez, je vais vous expliquer les choses telles que je les comprends. Le comte, sachant que Madame Kettering possédait les rubis, avait tout prévu. Il lui raconta qu'il écrivait un livre sur les bijoux pour l'inciter à lui montrer le cœur de feu. Il se procura alors une reproduction exacte du fameux collier avec l'intention de le substituer à celui de Madame votre fille. Madame Kettering, nullement experte en bijoux, ne se serait aperçue de ce vol que longtemps après. À ce moment-là, elle n'aurait pas intenté de procès. Le comte eût été en possession de nombreuses lettres d'elle et... vous comprenez. Oh, le tour était adroitement combiné, et ce noble gentilhomme a dû s'en servir plus d'une fois. Tout cela me paraît fort clair, en effet, et parfaitement digne du comte de la Roche. Alors dites-moi, monsieur Poirot, que s'est-il passé? Poirot haussa les épaules. C'est bien simple. Quelqu'un a devancé le comte. Il eut un long silence. Van Halding semblait remuer les faits dans sa tête. Puis il demanda à brûle-pourpoint. « Depuis quand soupçonnez-vous mon gendre ?»« Presque depuis le début. Il avait un puissant mobile et l'occasion s'offrait à lui. Tout le monde, moi compris, crut d'abord que l'homme qui entra dans le compartiment de Madame Kettering à Paris était le comte de la Roche. Moi aussi, je le crois. Cependant, je vous entendis raconter par la suite qu'un jour vous avez pris le comte pour votre gendre. J'en ai déduit qu'ils étaient de même taille et de même corpulence, et que tous deux étaient bruns. La femme de chambre étant au service de votre fille depuis peu de temps, ne devait pas connaître très bien M. Kettering, puisqu'il ne vivait pas avec sa femme, et de plus, l'homme avait pris soin de tourner la tête. « Vous l'accusez de l'avoir tué ?» demanda Van Halding d'une voix rauque. Poirot leva la main. « Non, je n'ai pas dit cela.
Mais la chose est possible, très possible. Il se trouvait à court d'argent, acculé à la ruine. Pour lui, c'était un moyen de se tirer d'embarras. Pourquoi aurait-il pris le sac à bijoux? Pour faire croire à un crime ordinaire, commis par des dévaliseurs de train. Autrement, on l'aurait tout de suite soupçonné. Si votre hypothèse est juste, qu'a-t-il fait des rubis? Il nous reste à le découvrir. Je connais à Nice un homme capable de nous aider. Celui que je vous ai montré au tennis. Poirot se leva. Van Haldane l'imita, posa sa main sur l'épaule du petit détective et lui dit d'une voix émue. « Trouvez-moi le meurtrier de Ruth, c'est tout ce que je vous demande. » Poirot se redressa avec fierté. « Laissez agir Hercule Poirot, et ne craignez rien, je découvrirai la vérité. » D'une chiquenaude, il enleva un grain de poussière sur son chapeau. Il adressa un sourire d'encouragement au millionnaire et quitta la pièce. Cependant, en descendant l'escalier de l'hôtel, il abandonna sa belle assurance. Tout cela est très bien, se dit-il à lui-même, mais une foule d'obstacles se dresse sur ma route. En sortant de l'hôtel, il demeura cloué sur place. Une automobile stationnait devant la porte. Dans cette voiture se trouvait Catherine Gray, et Derek Kettering, debout devant la portière, causait avec la jeune fille. 1 minute après, la voiture repartit, et Derek resta immobile sur le trottoir, la regardant s'éloigner. Une expression bizarre sur son visage. Soudain, il haussa les épaules, poussa un profond soupir, et se retourna pour se retrouver nez à nez avec Hercule Poirot. Il sursauta involontairement. Les deux hommes se dévisagèrent. Poirot très calme, et Derek avec une certaine méfiance. Les sourcils levés, il dit au détective d'une voix légèrement moqueuse. « N'est-ce pas qu'elle est gentille? »« Oui, je la trouve très sympathique. »« On en rencontre peu comme elle. » Il parlait tout bas, comme s'il s'adressait à lui-même. Poirot approuva de la tête, puis il se pencha vers le jeune homme et lui dit d'un ton grave et sévère que Derek Kettering ne lui connaissait pas encore. « Monsieur, excusez un vieil homme si ces paroles vous semblent indiscrètes. Je me permettrai seulement, pour votre grand bien, de vous citer un de vos proverbes anglais. Avant de vous engager dans un nouvel amour, finissez-en avec l'ancien. »« Que diable voulez-vous dire ?» demanda Kettering en colère. « Vous m'en voulez? Cela ne m'étonne point, remarqua Poirot, d'un air placide. Si vous ne comprenez pas le sens de mes paroles, détournez-vous, monsieur. Vous verrez une seconde voiture où se trouve encore une dame. » Derek se retourna et son visage s'assombrit. « Mireille! Au diable cette peste! Je la... » Poirot arrêta son geste. « Voyons, calmez-vous. » Mais Derek n'était pas ce jour-là d'humeur à écouter les conseils. Hors de lui-même, il s'écria. « J'ai rompu avec elle. »« Oui, mais a-t-elle rompu avec vous ?» Derek poussa un éclat de rire amer. « Cette femme ne rompra pas de bon gré avec un homme qui possède 2 millions. Elle lui donnera du fil à retordre. » Poirot leva les sourcils. « Vous jugez les autres avec cynisme. Vous trouvez? J'ai vécu assez longtemps dans le monde pour savoir que toutes les femmes se ressemblent. » Soudain son expression s'adoucit. « Toutes, sauf une. » Il défia Poirot du regard, hésita un instant, puis d'un mouvement de la tête désigna la direction du Cap Martin. « Celle-là, ajouta-t-il. »« Ah !» La calme indifférence de Poirot était bien calculée pour exciter le tempérament fougueux de Derek. « Vous allez sans doute me dire qu'étant donné mon genre de vie, je ne suis pas digne d'elle. Je sais bien que je ne devrais pas parler ainsi, alors que ma femme vient de mourir assassinée. » Il s'arrêta pour reprendre haleine, et Poirot en profita pour glisser d'une voix plaintive. « Mais je ne vous ai encore rien reproché, ce me semble. » « Cela viendra bientôt. Que dites-vous là? Si je vous apprenais que je compte épouser Catherine, vous me traiteriez d'insensé? »« Pas du tout, » répondit Poirot. « Votre fâcheuse réputation ne saurait détourner de vous les femmes, au contraire. Ah, si vous étiez un homme honnête, d'une stricte moralité, suivant toujours le droit chemin sans jamais se permettre aucune défaillance, alors oui, j'aurais des doutes sur votre réussite. Les qualités morales n'offrant rien de romanesque, seules les veuves
savent les apprécier. Derek Kettering le regarda tout abasourdi, puis fit demi-tour et alla vers la voiture qui stationnait toujours. Poirot vit alors un joli visage se pencher à la portière, mais Derek Kettering ne s'arrêta pas. Il leva son chapeau et continua sa route. « Ça y est, » dit Hercule Poirot, « il est temps que je rentre chez moi. » Il trouva l'imperturbable Georges en train de donner un coup de fer à son pantalon. « Quelle belle journée, Georges! Un peu fatigante, mais assez fructueuse pour moi. » Georges reçut ces remarques avec son flegme ordinaire. « Très bien, monsieur. » La personnalité d'un criminel s'avère parfois très intéressante à étudier. Nombre de meurtriers possèdent un grand pouvoir de séduction. J'ai toujours entendu parler de l'amabilité du docteur Creep, et pourtant il a coupé sa femme en petits morceaux. Vous choisissez toujours bien vos exemples, Georges. Le serviteur ne répondit point. À ce moment, la sonnerie du téléphone retentit, et Poirot décrocha le récepteur. « Allô? Allô, oui. C'est Hercule Poirot. Ici Knighton. Voulez-vous garder la ligne un instant, monsieur Poirot? Monsieur Van Halding désire vous parler. » Il y eut un moment de silence, puis la voix du millionnaire se fit entendre. « C'est vous, monsieur Poirot? Je voulais vous apprendre que Mason est venu me trouver de son propre chef. Réflexion faite, elle est presque certaine que l'homme qui a parlé à ma fille, à Paris, est bien Derek Kettering. Sur le moment, elle n'a pas reconnu sa silhouette, mais à présent, elle n'a pour ainsi dire plus de doute. Ah, merci, monsieur Van Halding. Nous avançons vers la lumière. » Il raccrocha le récepteur et demeura 1 ou 2 minutes immobile, le sourire aux lèvres. Georges dut lui répéter 2 fois la même question avant d'obtenir une réponse. « Hein? Que me demandez-vous? Monsieur déjeune-t-il ici ou doit-il sortir? »« Ni l'un ni l'autre, » répondit Poirot. « Je vais me coucher et je boirai une tisane. Mes prévisions se réalisent et cela me bouleverse toujours un peu. »